Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Elliot Carpenter. Elliot est un vétéran de l'armée. À la retraite depuis plusieurs années, il avait trouvé un autre moyen de servir son pays. Il était très engagé auprès de sa communauté, et notamment auprès des jeunes en difficulté. Pour Elliot, ces jeunes n'avaient besoin que d'un exemple à suivre. Quelqu'un qui pourrait leur inculquer de bonnes valeurs et leur apprendre le sens de l'honneur et du travail bien fait. Depuis quelques années maintenant, il intervenait auprès d'une association nommée Find Your Way. Il proposait à des jeunes en perte de repères des stages en pleine nature. Il allait leur apprendre tous les rudiments de la survie, comme allumer un feu sans allumette, trouver de la nourriture dans la forêt ou encore savoir monter une tente. Mais bien sûr, ces jeunes allaient devoir se soumettre à son autorité. Et c'est parfois quelque chose qui n'arrive pas dès le premier jour. Le groupe qu'allait accompagner Elliot était composé de 4 adolescents: Joshua, Scott, Riley et Billy. Certains d'entre eux avaient déjà un casier judiciaire pour des petits larcins, et d'autres en étaient arrivés là à cause de mauvaises fréquentations. Cette excursion était une main tendue leur proposant une dernière chance de retrouver le droit chemin et de ne pas sombrer dans la délinquance. Elliot n'allait pas être seul. Il allait encadrer ce groupe avec Bobby, un ranger de la région où le stage allait se dérouler. Ils allaient tous camper dans le Minnesota, près du Lake of the Woods, un lac de plaisance très prisé par les amateurs de canoë-kayak. Elliot et Bobby partirent chercher le groupe de jeunes adolescents au centre pour délinquants juvéniles. Si pendant toute la durée du stage ils se comportaient bien et se soumettaient à l'autorité de Bobby et Elliot, alors ils se verraient offrir une opportunité d'emploi chez des commerçants partenaires de cette association. Ils apprendraient ainsi à être responsables et repartiraient du bon pied dans la vie. C'était donc une opportunité à ne surtout pas manquer. Les garçons embarquèrent dans le minivan et pendant 2 heures, Elliot roula sans interruption. Malgré ses tentatives pour briser la glace et engager la conversation, il régnait dans le minivan un silence assourdissant. Elliot n'insista pas, mais il fit tout de même un sermon sur le comportement qu'il attendait d'eux. Une fois sur place, Bobby demanda à chacun de prendre son sac et de le suivre. Elliot resta un peu en retrait pour pouvoir mieux les cerner. Pour l'instant, tout le monde se pliait aux règles et entrait dans le rang. Il se dit que s'il continuait ainsi, le séjour devrait bien se passer. Son expérience et son instinct lui dirent que ces jeunes n'allaient pas lui donner trop de fil à retordre. Il prit le temps de leur montrer comment monter une tente. Certains avaient plus de mal que d'autres, et Elliot leur dit que ceux qui n'arrivaient pas à monter leur tente dormiraient à même le sol. En entendant cela, l'un des garçons qui avait rapidement monté sa tente décida d'en aider un autre. Elliot, satisfait, esquissa un sourire. C'est exactement l'attitude qu'il attendait d'eux, et il n'hésita pas à leur faire savoir et les féliciter. Même si ce stage avait pour objectif de leur apprendre la survie en pleine nature, le but ultime était de leur enseigner que l'on avance plus vite en s'entraidant, plutôt que seul chacun dans son coin.
À tour de rôle, chacun essaya par la suite d'allumer un feu sans allumette. Elliot leur enseigna les techniques les plus efficaces. Et une fois de plus, les garçons s'entraidèrent et après plusieurs tentatives, ils réussirent à allumer le feu de camp. Ils s'installèrent tous autour du feu et Bobby leur distribua leurs rations pour le dîner. L'ambiance était plus détendue et certains arboraient même un sourire, ce qui rassura Elliot pour la suite des événements. Il était ravi de voir qu'il avait réussi à créer auprès de ces jeunes une cohésion de groupe, indispensable dans ce genre d'aventure. Bobby, qui connaissait la région comme sa poche et toutes les légendes urbaines du coin, décida de mettre un peu d'ambiance en racontant une histoire très connue dans la région. Non loin du campement, il y a une mine, la mine de Cold Mine Creek. La légende disait qu'un jour, alors que des mineurs travaillaient à extraire du charbon, il se produit un éboulement qui coinça 2 personnes dans une galerie. Comme à l'époque il n'y avait pas beaucoup de moyens, c'est uniquement à l'aide de pioches et de pelles que leurs camarades tentèrent de leur porter secours. Cela prit un temps considérable, un peu plus de 3 semaines. L'espoir de les retrouver en vie était mince. S'ils n'étaient pas morts asphyxiés, alors la faim et la soif avaient eu raison d'eux. En arrivant dans la galerie, c'est avec horreur qu'ils découvrirent les ossements d'un de leurs compagnons. Quant à l'autre, il était reclus tout au fond de la galerie. Son apparence était méconnaissable et effrayante. Il n'avait que la peau sur les os. Son teint était d'un gris couleur cendre. Son visage était émacié, ses ongles étaient tellement longs qu'on aurait dit des griffes. Et les traits de son visage n'avaient plus rien d'humain. Ses compagnons comprirent que par désespoir il avait dû manger la chair de son collègue décédé. En commettant l'innommable, il fut transformé en une créature immonde. Devant cette vision d'horreur, les mineurs rebouchèrent l'entrée de la galerie pour emprisonner cette créature et la mine fut condamnée. Les 4 jeunes garçons étaient captivés par ce que disait Bobby. Quoi de mieux que d'écouter des histoires effrayantes autour d'un feu de camp? Bien qu'ils aient trouvé cette histoire tout à fait divertissante, et que certains en eurent même des frissons, personne ne pensa qu'il pouvait y avoir ne serait-ce qu'un soupçon de vérité dans cette légende urbaine. Après cela, chacun fut sommé d'aller dormir dans sa tente, car ils allaient tous devoir se réveiller à 5 heures du matin et enchaîner avec une course d'orientation. Avec comme point d'arrivée la mine de Cold Mine Creek. Ils allaient être divisés en 2 équipes. Elliot avec Joshua et Billy, et Bobby avec Riley et Scott. Elliot et Bobby restèrent un instant autour du feu à discuter un peu. Puis, ils firent le tour du camp pour voir si tout allait bien, et chacun alla se coucher dans sa tente. Le réveil fut quelque peu difficile pour ces adolescents habitués à n'en faire qu'à leur tête. Mais Elliot avait plus d'un tour dans son sac, et le défi qui les attendait les avait suffisamment motivés pour qu'ils se réveillent à l'heure prévue et soient prêts à commencer la course d'orientation. Après leur avoir remis une boussole et avoir rappelé les règles de sécurité, chacun prit un chemin différent, mais tous espéraient arriver en premier, à Cold Mine Creek. Le terrain ne facilitait pas les choses. Il y avait des pentes et des arbres morts au sol qui ralentissaient considérablement leur progression. Et l'heure qu'ils passèrent à tenter de se repérer et d'arriver au plus vite, leur sembla être des heures interminables à n'en plus finir. Elliot et les garçons qui l'accompagnaient arrivèrent en premier. La mine, qui était censée être abandonnée, était entourée par des engins de chantier. En discutant avec des ouvriers, Elliot apprit que la mine allait reprendre du service et que ces hommes étaient là pour dégager une entrée
et sécuriser les tunnels. L'équipe de Bobby et les autres garçons arrivèrent quelques minutes après. On pouvait lire sur leur visage la déception lorsqu'ils aperçurent Elliot et son équipe. Alors que Bobby rejoint Elliot et les ouvriers de la mine pour suivre la discussion, le groupe ayant gagné, Joshua et Billy lança un défi à l'équipe de Riley et Scott qui avaient perdu. Ils devaient revenir de nuit aux abords de la mine et prendre un des rubans orange qui balisaient l'entrée de la mine comme preuve. L'autre équipe, qui était fortement déçue, accepta le challenge. Mais la tâche n'allait pas être facile, car Elliot et Bobby faisaient des rondes régulières durant la nuit. L'un des garçons dit alors qu'Elliot et Bobby avaient gagné leur confiance et qu'ils ne se douteraient pas un instant de ce qu'ils préparaient. De plus, Joshua et Billy veilleraient personnellement à ce qu'Elliot et Bobby ne s'approchent pas des tentes. Et si besoin, ils étaient même prêts à faire diversion pour détourner leur attention. L'affaire fut entendue. Le soir venu, après que tout le monde ait rejoint sa tente pour dormir, Scott et Riley firent le mur et s'échappèrent discrètement de leur tente aux alentours de minuit. Ils s'empressèrent de retourner près de la mine. Ils avaient au préalable mis leur sac à dos dans leur sac de couchage, pour donner l'impression qu'il y avait réellement quelqu'un dans la tente qui dormait. De cette façon, Elliot et Bobby ne se douteraient de rien. Mais se repérer dans une forêt en pleine nuit est une toute autre affaire, et les deux compères ne s'attendaient pas à ce que cela soit aussi difficile. Déterminés à prendre leur revanche, ils unirent leurs forces et arrivèrent bien plus vite qu'ils ne l'auraient pensé. L'un d'eux s'empressa d'aller chercher un ruban orange qui était placé à l'entrée. Alors qu'il essayait de le détacher, il entendit un bruit étrange qui venait de la mine. Un bruit d'animal, mais qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu jusqu'alors. Le bruit semblait venir des profondeurs de la mine. Et Riley, qui resta immobile un moment pour tenter d'identifier ce que cela pouvait être, commençait à être gagné par la peur. Il remarqua que le bruit se rapprochait de plus en plus, et une terrible odeur de pourriture émanait de la mine. Pris de panique, il décrocha le ruban orange et lui et Scott filèrent à toute vitesse à travers les bois. En arrivant au campement, Bobby les attendait. Ils avaient été pris la main dans le sac. Il leur demanda d'aller se coucher. Il ajouta qu'Elliot s'occuperait de leur cas dès le lendemain matin. Les deux garçons allèrent se coucher sans dire un mot. Riley n'avait même pas dit à Scott ce qu'il avait entendu près de la mine. Il était encore tout secoué, à tel point que la punition qu'il l'attendait sûrement ne l'inquiétait même pas. Il avait un mal fou à trouver le sommeil. 1 heure plus tard, c'était le calme plat au campement, et tout le monde semblait dormir à point fermé, sauf Riley. Pendant un instant, il crut entendre du mouvement près de sa tente. Puis, quelqu'un se mit à secouer vigoureusement sa tente comme pour l'effrayer. Riley pensa immédiatement qu'il devait s'agir d'un de ses compères qui voulait le charrier. Mais lorsqu'il entendit une voix, il comprit tout de suite qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. La voix en question était celle de son père. Il lui disait qu'il était un bon à rien et qu'il était terriblement déçu de lui. Riley resta tétanisé. Il était impossible que son père soit présent à cet instant.
Quelque chose se trouvait de l'autre côté de sa tente. Quelque chose capable d'imiter la voix de son père et qui se jouait de lui. Puis, il entendit après cela des sifflements qui semblaient venir de plusieurs endroits en même temps. Riley, pétrifié, resta éveillé et recroquevillé sur lui-même jusqu'au matin. Lorsqu'ils se regroupèrent pour le petit déjeuner, Elliot le prit à part pour avoir des explications. Riley, fatigué et encore sous l'effet de la peur, ne chercha même pas à se défendre. Il prit l'entière responsabilité en disant que c'était son idée et qu'il voulait prouver aux autres qu'il était capable de refaire la course d'orientation en pleine nuit. Elliot lui dit que ce qu'il avait fait était complètement irresponsable. Lui et Scott auraient pu gravement se blesser. Même si Riley exprima des regrets, Elliot lui dit qu'il devait être réprimandé pour son comportement. Il allait donc passer la journée à la mine et aider les ouvriers à déblayer. Scott, quant à lui, pensait être tiré d'affaire, mais Elliot lui dit que lui aussi allait partir donner un coup de main. Quant aux autres, ils allaient passer la journée au lac à apprendre à faire du canoë-kayak. Ce qui était particulièrement injuste, puisque ce qui était arrivé était de la faute de Joshua et Billy. Mais Riley et Scott ne voulaient pas dénoncer leurs camarades. Bobby emmena les deux garçons en voiture jusqu'à la mine. Sur le chemin, Riley tenta de lui soutirer des informations sur la légende urbaine qu'il leur avait racontée l'autre soir, autour du feu de camp. Il lui demanda si ce qu'il avait dit était vrai concernant les mineurs pris au piège dans la mine. Bobby lui dit que ce n'était qu'une histoire, rien de plus, mais que son peuple croyait qu'il y avait une part de vérité. Car Bobby est d'origine amérindienne, et plus précisément de la tribu des Ojibwés. Riley demanda quelle était donc cette créature, et y avait-il un moyen de s'en protéger, voire même de s'en débarrasser? Bobby dit que cette créature avide de chair humaine et au cœur de glace était appelée Wendigo. Cette légende est très connue dans la région, et beaucoup disaient l'avoir vue ou entendue. Cette vile créature prend un malin plaisir à choisir une proie et la prendre en chasse. Elle n'abandonne jamais jusqu'à arriver à ses fins. En entendant cela, Riley fut horrifié. Il n'avait raconté à personne ce qui était arrivé après être rentré de la mine en pleine nuit. Mais Bobby se doutait que quelque chose n'allait pas. Riley et Scott passèrent la journée à déblayer des roches à l'intérieur des galeries. Un des ouvriers alla chercher un outil, et Riley resta seul dans un tunnel. Et il aurait juré avoir entendu quelqu'un siffler. Pensant qu'il s'agissait du contremaître, il alla en direction des sifflements. Il aperçut une silhouette se déplacer furtivement et s'éloigner dans les tunnels. Riley lui demanda si c'était lui qui l'avait appelé, et il le suivit. Il s'enfonçait de plus en plus dans les profondeurs de la mine, jusqu'à arriver à une zone qui n'était pas encore sécurisée. La personne que Riley suivait s'était brusquement arrêtée. Mais comme il faisait sombre, il ne voyait pas très bien son visage. En dirigeant la lampe frontale de son casque, il eut une vision d'horreur. Une créature extrêmement grande et à l'apparence squelettique se tenait accroupie au sol. Ses yeux étaient entièrement noirs et enfoncés dans ses orbites. Sa peau était d'un gris cendre, et lorsque ses yeux croisèrent ceux de Riley, il se mit à hurler et à le poursuivre. Riley, au début tétanisé, prit ses jambes à son cou et détala comme un lapin. Il fila à toute vitesse. Au fur et à mesure, il pouvait apercevoir la lumière du jour au loin, indiquant qu'il était proche de la sortie. Il entendait l'affreuse bête à ses trousses. Mais par chance, il tomba nez à nez avec le chef de chantier, qui lui demanda soucieux où était-il passé. Riley
à bout de souffle, eut du mal à aligner 2 mots. Il sortit à l'extérieur de la mine et s'évanouit. Elliot et Bobby arrivèrent peu de temps après, appelés en urgence par le chef de chantier. Lorsque Riley se réveilla, il raconta tout ce qu'il s'était passé depuis le début sans oublier aucun détail. Et il finit en disant que le Wendigo était après lui. Le chef de chantier qui était présent dit alors que Riley avait inventé tout cela pour esquiver le travail. Elliot, voyant la terreur dans le regard du jeune Riley, comprit que l'adolescent ne mentait pas, et il demanda au chef de chantier de s'éloigner. Bobby demanda à Riley s'il était vraiment sérieux. Riley jura sur ce qu'il avait de plus cher que c'était la stricte vérité. Elliot, lui aussi, n'était pas convaincu. Mais Bobby, lui, commençait à avoir des doutes. Il parla en privé avec Elliot. Il lui dit que les gens de la réserve avaient remarqué des bruits étranges qui coïncidaient très précisément avec l'ouverture de la mine. Pour eux, il ne pouvait s'agir que du Wendigo. Bien que tout le monde pensait qu'il ne s'agissait là que de légendes, les Ojibwe, eux, étaient convaincus de l'existence de ces êtres malfaisants. Même si c'était difficile à croire, Elliot avait une entière confiance en Bobby, avec qui il avait servi en Afghanistan. Les adolescents furent logés dans un motel d'une ville voisine, le temps de clarifier la situation. Elliot essaya de convaincre les autorités que la réouverture de la mine n'était pas une bonne idée, et il prétexta un problème de substances toxiques et de pollution des nappes phréatiques. Mais malheureusement, personne ne voulut l'écouter. Elliot demanda conseil à Bobby sur la manière de se débarrasser de ce Wendigo, qui, de toute évidence, avait décidé de s'en prendre à Riley. Bobby lui expliqua que son peuple croyait que cette créature au cœur de glace craignait le feu. Elliot se dit que c'était déjà un début de piste. Il avait décidé de faire des rondes en voiture dans le périmètre autour de la mine pour traquer cette créature. Bobby était dans un véhicule et Elliot dans un autre. Et plusieurs personnes de la réserve s'étaient portées volontaires pour leur venir en aide. Alors qu'Elliot inspectait les routes près du lac, il reçut un appel. Lorsqu'il décrocha, il reconnut à l'autre bout du fil la voix de Scott, complètement paniqué, qui disait que Riley avait disparu et qu'il avait été enlevé. Elliot lui demanda de se calmer et de lui raconter exactement ce qu'il s'était passé. Les 4 jeunes, accompagnés d'un membre de la réserve, s'apprêtaient à aller au cinéma. Ils constatèrent que Riley manquait à l'appel. Scott partageait sa chambre avec Riley et alla voir pourquoi celui-ci mettait autant de temps à venir. Il trouva la porte de la chambre grande ouverte. Il y avait des traces de lutte, une lampe brisée et des affaires éparpillées. Et, ce qui ne laissa place à aucun doute, est qu'il y avait une forte odeur de pourriture. La personne qui était chargée de les surveiller, et qui était aussi d'origine Ojibwe, demanda à Scott de prévenir Bobby en urgence, car il pressentait que c'était l'œuvre du Wendigo. Elliot demanda à parler directement avec cette personne. L'homme lui dit que le Wendigo avait dû emmener Riley à la mine. Il avait sûrement dû prendre la petite escapade nocturne des garçons comme une intrusion sur son territoire. Et qui sait comment il comptait se venger. Elliot raccrocha immédiatement. Il contacta Bobby pour l'informer de la situation et il lui demanda de le retrouver lui et les autres à la mine. Bobby se chargea de prévenir les autres volontaires et ils foncèrent tous en direction de la mine. L'un d'entre eux fit un détour pour chercher quelque chose qui pourrait leur être utile. Elliot arriva en premier sur les lieux. Il prit une arme qu'il gardait précieusement dans sa boîte à gants et s'engagea dans la mine, une lampe torche à la main. Il était très inquiet car il n'y avait aucun bruit qui indiquait la présence de qui que ce soit. Et il craignait d'être arrivé trop tard. Il inspecta les premiers tunnels qui étaient vides.
Il progressa vers une galerie un peu plus éloignée, qui avait plusieurs entrées. Il découvrit le jeune Riley inconscient au sol. Il essaya de le réveiller, mais c'est seulement au bout de quelques minutes que Riley reprit connaissance. Elliot lui demanda s'il pouvait marcher. Riley répondit oui, mais alors qu'Elliot l'aidait à se relever, l'expression de Riley changea. La terreur se lisait sur son visage, et il se mit à crier en pointant du doigt quelque chose derrière Elliot. C'était le Wendigo. Il était revenu en finir avec Riley, et n'avait pas apprécié de trouver un autre intrus dans sa mine. Elliot dit à Riley de fuir, en lui montrant la direction de la sortie. Alors que Riley arriva sain et sauf en dehors de la mine, il entendit plusieurs coups de feu et des hurlements. Ceux de la créature et ceux d'Elliot également. Juste après, plusieurs véhicules arrivèrent aux abords de la mine. Ils pointèrent tous leurs phares vers l'entrée. Bobby arriva en courant vers Riley. Le jeune garçon en pleurs lui dit qu'Elliot était toujours dans la mine. Une équipe armée jusqu'aux dents se préparait à aller lui porter secours. Mais au même instant, Elliot arriva en criant que le Wendigo était à ses trousses. Effectivement, on pouvait voir une silhouette longiligne et extrêmement mince tapie dans l'ombre. Mais lorsque le Wendigo aperçut les phares, il recula pour rester à l'abri de la lumière. On pouvait sentir sa frustration et sa colère. Il tournait en rond dans la mine comme un lion en cage. Un des membres de la tribu Ojibwe, qui travaille dans une société de démolition, avait apporté des explosifs pour en terminer avec le Wendigo. Il alluma la mèche d'un bâton de dynamite et le lança dans la mine. La lumière qui émanait de la mèche enflammée illumina l'entrée de la mine, et ils aperçurent le visage du Wendigo dévoilant son aspect repoussant. Il était gêné par la luminosité, mais ne semblait pas savoir quel était cet objet lancé dans la mine. Le bâton de dynamite explosa, provoquant l'effondrement de la mine et bloquant ainsi l'accès. Tous espéraient que la créature avait péri dans l'explosion, mais ils ne pouvaient avoir aucune certitude. Les membres de la réserve Ojibwe firent signer une pétition. Il se trouvait que la mine était localisée sur une partie de la réserve Ojibwe. Par conséquent, ils avaient leur mot à dire quant à la réouverture de la mine. Après un vote des membres du conseil, il fut décidé que la mine resterait condamnée de façon permanente. Riley, bien que toujours sous le choc, se remit peu à peu de cette expérience traumatisante. En participant à ce stage de survie, il n'aurait jamais imaginé être la proie d'une horrible créature, telle que le Wendigo. Les 4 jeunes adolescents reprirent une vie normale, et ils semblaient avoir trouvé le droit chemin et s'être éloignés des problèmes. Quant à Elliot, il lui arrivait souvent de passer en voiture près de la mine et de se demander s'il n'y avait plus de danger, ou s'il devait vérifier que le Wendigo ait bien été éliminé. Mais les membres de la tribu Ojibwe lui assurèrent que tant que la mine resterait sous leur protection, ils feraient en sorte que ce que le jeune Riley avait vécu ne se reproduise plus jamais. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.